Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 316 de Change ma vie, Vivre une vie d'explorateur avec Nicolas Ngo. Je suis très heureuse de vous présenter cette semaine un nouveau format d'épisode, Les conversations changent ma vie. La mission de Change ma vie, c'est de vous aider à créer la vie extraordinaire qui vous ressemble. Et à travers les conversations Change ma vie, je vous emmène dans les coulisses de la vie de personnes qui se sont mises en mouvement pour vivre une vie extraordinaire à leur manière. Ensemble, on décortique le cheminement intérieur et les étapes qu'elles ont suivies pour accomplir des choses dont elles-mêmes ne se seraient jamais crues capables. Mon objectif, c'est qu'en les écoutant, vous puissiez vous projeter dans leur parcours à travers les hauts, mais aussi les bas, et que ça vous donne l'autorisation de penser, moi aussi, je peux vivre, je peux créer des choses extraordinaires. Alors pour initier ce tout nouveau format, j'ai la joie de recevoir Nicolas Ngo. Nicolas a 42 ans, il vit en région parisienne. C'est un grand amateur de littérature de voyage et il vient de vivre une aventure hors du commun. Il a participé à une série d'expéditions scientifiques aux quatre coins du monde qui avaient pour objectif de tester les capacités d'adaptation humaine à des conditions climatiques extrêmes. Avec Nicolas, on a parlé de croire en ses projets, même quand les chances de les concrétiser sont statistiquement infimes. On a parlé de peur et de gestion émotionnelle face à des environnements hostiles. Et on a aussi parlé de réinvention de soi et comment poursuivre sa vie une fois qu'on a accompli notre plus grand rêve. On a aussi parlé de ce qu'on emmènerait sur une île déserte et je dois dire qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, Nicolas et moi. J'ai adoré cet échange. Je remercie Nicolas de s'être prêté généreusement à l'exercice et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Nicolas et bienvenue sur Change ma vie. Bonjour Clotilde et merci beaucoup pour cette invitation. Écoute, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu pourrais démarrer en nous disant en quelques mots qui tu es et quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est facile. Je m'appelle Nicolas Ngo. J'ai 42 ans. Je vis à Paris et je suis d'origine franco-vietnamienne. J'aime bien dire ça parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà, d'une certaine manière, de par mes origines, un petit peu de voyage et de dialogue des cultures au cœur de mon ADN. Et je pense que c'est quelque chose qui a été assez décisif pour l'aventure que j'ai vécue et dont on va parler aujourd'hui. Et donc jusqu'à il y a un an, je dirigeais le département des relations entre sciences et société au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc c'était une activité absolument passionnante où je dirigeais une équipe avec mon équipe pour finalement faciliter le lien entre les chercheurs et les citoyens de façon à permettre des prises de décision éclairées par les connaissances scientifiques. Et donc, favoriser ce dialogue entre science et société, c'était l'objectif de mon travail. Et je dis jusqu'à il y a un an, parce que cette année, j'ai mené un projet que je préparais depuis plusieurs années, depuis 6 ans pour être précis, qui était une grande expédition scientifique, ou plutôt je devrais dire une série de 3 expéditions scientifiques dont je rentre depuis quelques mois. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expédition scientifique? Oui, bien sûr. Alors, c'était une expédition qui s'appelle Deep Climate. Cette expédition, elle avait pour but de tester les capacités d'adaptation humaine en conditions extrêmes. Et donc, pour cela, on est parti aux côtés de l'explorateur Christian Clot et du Human Adaptation Institute. C'est l'institut qui a créé ce programme de recherche. On est parti dans 3 milieux extrêmes pendant 40 jours à chaque fois, en autonomie, sans assistance de moyens motorisés, et en groupe paritaire mixte, donc 10 femmes et 10 hommes. Très important. Effectivement, pour voir comment, quand on est isolé, loin de tout et sorti de notre contexte et de notre zone de confort habituelle, comment on se comporte, comment on s'adapte et comment notre cerveau, notre corps, nos émotions, notre psyché et comment collectivement également on s'adapte. Donc c'était une expérience évidemment très enrichissante qui a été aussi en quelque sorte analysée par une équipe de recherche, enfin, plus exactement par plusieurs équipes de recherche,
pour voir comment on se comportait. Alors pour cela, en fait, on avait une sorte de photos qui étaient prises juste avant de partir en expédition. Je dis photos, c'est un peu impropre. En réalité, on menait 2 jours de protocoles scientifiques extrêmement poussés à travers des IRM, des bilans sanguins, des analyses, des tests à l'effort. Enfin, voilà, 2 jours où du matin au soir, on faisait presque les mêmes tests que des astronautes, en quelque sorte, et on faisait les mêmes tests juste au retour. Donc, on avait la même photo avant et après. Et ces protocoles ex-post étaient finalement complétés par des analyses scientifiques qu'on menait sur le terrain. Donc l'objectif, c'était pas tant d'aller uniquement dans des territoires magnifiques, c'était aussi de mener des protocoles scientifiques. Donc le premier milieu dans lequel on s'est immergé pendant 40 jours, c'est la forêt équatoriale amazonienne, donc au cœur de la Guyane, 100% d'humidité, et on a remonté un fleuve qui s'appelle la Mataronie. Il faut s'imaginer des rideaux de verdure de plusieurs dizaines de mètres autour de nous et qui se rapprochent à mesure qu'on s'enfonce comme ça dans la forêt, et avec cette bande sonore incroyable avec les animaux qui nous entourent. Enfin, c'était très très fort comme expérience. Ensuite, on est parti très au nord du cercle polaire arctique, tout au nord de la Laponie, pour voilà, dans un milieu polaire et extrêmement froid. On a eu jusqu'à moins 35 degrés. On dormait sur des lacs gelés et le soir il y avait des aurores boréales. C'était magnifique. Et en même temps c'est dur aussi le froid parce qu'il faut rester en mouvement, il faut se protéger de tout ça. Et puis un mois plus tard, à peine, on était 80 degrés au-dessus de la température qu'on avait en Laponie, puisqu'on était dans le désert du Nefoud en Arabie Saoudite. Et pareil, on a mené une expédition de 40 jours en autonomie à nouveau, en se déplaçant de puits en puits avec notre eau sur nous et notre nourriture pour voilà, essayer de voir comment on va s'adapter au climat qui nous attend dans le futur en France et dans le monde. Donc voilà, c'était ça le concept de l'expédition. Ouais, c'est passionnant et j'imagine que ce sont des expériences physiquement très exigeantes. Et comme tu sais, sur Change ma vie, on s'intéresse, alors bien sûr, on s'intéresse à l'être humain dans son ensemble, mais ça m'intéresse que tu nous parles du challenge que ça représente en termes d'état d'esprit et de gestion des émotions, d'être dans des conditions voilà, aussi extrêmes ou en tout cas différentes de l'environnement dans lequel tu avais l'habitude d'évoluer dans ta vie quotidienne. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est clair que c'est des expéditions, des expériences qui demandent d'être au rendez-vous physiquement. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a en tête quand on voit des gens qui font des choses de ce type. Effectivement, c'est exigeant, ça demande d'être suffisamment entraîné, d'être en forme, et puis de répondre présent le jour J, ou plutôt les jours J. Et ça, c'est vrai que c'est incompressible. Et c'est en même temps quelque chose de facile à faire d'une certaine manière parce qu'il faut se préparer. Enfin, on sait comment ça fonctionne, une préparation physique. Ce qu'on sous-estime peut-être, c'est la dimension de préparation psychique et mentale et de gestion émotionnelle qu'il y a à la fois sur le terrain, mais aussi en amont. Et de mon côté, c'est plutôt quelque chose que j'ai fait à titre personnel, c'est-à-dire que effectivement, bon, c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup, cette dimension de préparation mentale, de gestion des émotions, etc. Et c'est vrai que pendant toutes les années de préparation de l'expédition, ce que j'ai pas dit, c'est que il y a eu un appel à candidature qui a été lancé en 2016, je crois. Et donc, il y a eu plus de 1500 personnes qui ont candidaté et la sélection en elle-même a duré plus de 2 ans. Donc, en fait, déjà, la sélection demandait de faire preuve d'une certaine forme de résilience, de persévérance pour aller au bout et puis finalement faire partie des personnes sélectionnées. Et donc, c'est quelque chose qui forge aussi, d'une certaine manière, le mental au sens de cette force de caractère pour persévérer. À l'issue de cette sélection, moi je pensais que j'avais fait le plus dur. En fait, d'une certaine manière, c'était le plus dur qui commençait parce qu'il y a eu toute la préparation aussi en équipe qu'on a menée en équipe, et puis bien sûr sur le terrain. Mais j'ai envie de dire et de mettre peut-être l'accent sur la dimension de préparation et toutes ces années où en fait toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie professionnelle, puisque j'avais une dimension managériale par exemple dans mon activité,
quand on travaille dans un ministère, on peut aussi être soumis à un stress d'une certaine urgence politique ou ce genre de choses. Et ben en fait, toutes ces expériences, toutes les choses qui m'arrivaient, ben finalement, je les incorporais aussi en me disant, ça, c'est quelque chose que je devrais savoir gérer quand je serai sur le terrain. Et donc, voilà, enfin, finalement, quand je me suis retrouvé avec mes coéquipiers dans chacun de ces milieux extrêmes, j'étais finalement habitué, j'avais pris le réflexe de réagir avec un certain nombre d'outils dont je m'étais en quelque sorte équipé en amont. Oui, et qu'est-ce que tu peux nous dire de ces outils justement, quelle pratique ou qu'est-ce qui t'était utile? Alors, enfin, peut-être que ce que j'ai aussi, ce qu'il faut que je dise, c'est que je suis, enfin, j'écoute le podcast Change ma vie depuis des années. Tous les week-ends, je vais courir avec toi, Clotilde, d'une certaine manière, avec dans les oreilles pour pour développer aussi un certain nombre d'outils pratiques et concrets, comme tu dis, qui permettent de se développer et de faire face à un certain nombre d'imprévus. Donc ça, c'est une première chose, c'est que voilà, j'avais ce bagage théorique. La deuxième chose, c'est que ayant une activité professionnelle extrêmement passionnante, très prenante, il y a eu un moment où en fait j'ai eu, comme beaucoup de gens, un problème de gestion de mon équilibre professionnel et personnel. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix d'investir sur moi d'une certaine manière et d'entrer dans le programme de coaching que j'ai suivi pendant 6 mois. Et en fait, ça m'a équipé d'un certain nombre d'outils que l'équipe Change ma vie propose, et notamment cette dimension de connexion avec soi-même à travers le feu de pensée. C'est un outil que tu expliques dans un épisode. Et puis tout simplement aussi des choses autour de la structuration de mon temps. Par exemple, mon emploi du temps avait jusqu'à présent les réunions, les rendus, des choses comme ça, et j'avais pas de temps que je programmais pour mon travail, soit où je devais être vraiment profondément concentré, ou tout simplement aussi pour le temps pour moi, pour me ressourcer, etc. Donc je me suis mis à programmer en fait l'essentiel de mon temps, enfin de façon plus exhaustive, pour arrêter de me faire passer en dernier d'une certaine manière. Et là, tout d'un coup, en fait, comme par extraordinaire, j'ai retrouvé une forme d'équilibre et j'ai été plus efficace à la fois dans mon activité professionnelle, mais aussi plus équilibré. Et voilà, donc ça fait partie des choses, je pense, que j'ai utilisées sur le terrain. Alors, pas forcément de programmation de mon emploi du temps, mais plutôt de cette dimension d'être au clair aussi sur mes émotions, sur ce que je ressentais, et la façon dont je pouvais les exprimer aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très utile quand on fait du management, parce que on gère des personnes, des ressources humaines, qui ont leur histoire, etc. Et c'est très important, me semble-t-il, à la fois de bien se connaître et de bien connaître les personnes qu'on a en face, et de savoir bien communiquer avec elles de façon à pouvoir exprimer et mettre les mots justes sur ce qu'on ressent, et de façon voilà, non violente ou non agressive, etc. Et souvent, en fait, je trouve que les problématiques qu'on peut rencontrer dans une équipe ou dans le milieu professionnel ou sur le terrain quand on est en expédition, ça vient de ça vient d'une forme de débordement des émotions qui ne sont pas exprimées d'une façon très précise, juste et bienveillante. Oui, c'est ça, et qui sont même pas comprises par la personne qui les ressent, qui a tendance à rendre les autres responsables, et donc ça crée des conflits et une forme d'accusation qui est pas toujours très très constructive. Alors justement, donc tu nous as expliqué que c'était un changement dans ta pratique professionnelle d'avoir participé à ces expéditions scientifiques, et que c'était quelque chose que tu avais préparé bien en amont. Euh, Est-ce que tu te souviens du moment où l'idée a germé dans ton esprit de te lancer dans cette aventure? Oui, je m'en souviens très bien. Bon, alors d'abord, ce que je dois dire, c'est que je suis passionné de récits, d'aventures et de littérature de voyage depuis très longtemps. Donc, je lis ça depuis de nombreuses années. Et un jour, j'ai assisté à une conférence d'un explorateur qui s'appelle Christian Clot, à la Société des explorateurs français. Et il a annoncé effectivement qu'il allait faire la traversée des 4 milieux les plus extrêmes de la planète de façon autonome et en solitaire. Et par la même occasion, il a dit que, en fait, il allait faire la même chose, mais avec un groupe de 20 personnes.
pour explorer d'un point de vue scientifique nos capacités d'adaptation au changement. Et donc là, en fait, j'ai eu une sorte de, je sais pas comment dire, mais d'insight où je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire en fait. Je travaillais déjà au ministère de la Recherche à ce moment-là et je savais très bien qu'il y allait avoir énormément de gens qui allaient postuler, etc. Mais je me suis dit, mais c'est sûr que c'est pour moi cette affaire-là. Donc, j'ai tenté ma chance et donc c'est comme ça que je me suis embarqué dans cette aventure. Et, et voilà, parce qu'en fait, ça combinait tout ce que j'appréciais, tout ce que j'adore dans la vie, c'est-à-dire à la fois l'exploration, la science, et puis le partage avec la société, parce qu'en fait, l'idée aussi de ces explorations, c'est de pouvoir ensuite témoigner de ce qu'on a vécu sur le terrain. Oui. Alors, ce sur quoi j'aimerais bien qu'on s'attarde, c'est ta capacité à ce moment-là à te projeter dans cette vision pour toi-même. Parce que je pense qu'on est nombreux quand on entend parler de quelque chose, un projet, une opportunité, on voit voilà, il y a plein de choses qui se passent autour de nous et on se dit, ah ouais, ça serait super, oh là là, ça doit être incroyable. Mais là, en fait, c'est pas juste que tu te dis, c'est super et ça doit être incroyable, tu te dis, tu as cette image mentale, cette vision, mais surtout tu te mets toi dedans. Et je me demande si tu peux nous parler de ça. Qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là à dessiner la silhouette de Nicolas dans cette vision de cette expédition scientifique? Alors, je suis pas sûr de savoir répondre très précisément. C'est juste qu'en fait, j'ai eu une forme presque de révélation. C'est-à-dire que, enfin, c'est un peu étrange hein, d'utiliser ce mot-là. J'ai conscience que ce mot est un peu fort. Néanmoins, j'utilise à dessein parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était pour moi en fait, que c'était quelque chose que j'allais faire. Et donc il y avait une forme, ça s'est accompagné d'une forme de certitude. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à avoir plein de doutes en général et à remettre en question les choses, à les analyser sous plein d'angles, à discuter avec plein de personnes pour avoir leur point de vue, etc. Et en fait, là, ça s'est traduit par quelque chose d'une forme d'évidence. Et peut-être le seul parallèle que je puisse trouver, c'est la première fois, quand on tombe amoureux, on ne sait pas exactement ce que c'est d'être amoureux. Et en fait, quand on l'est, on le sait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, en fait, il y a eu cette forme d'évidence. Alors non pas parce que je suis tombé amoureux, mais parce que j'ai eu une forme de certitude que ce projet était pour moi. Et en fait, c'est très bizarre Ouais. parce qu'en fait, c'est un projet qui était hautement aléatoire, très sélectif et avec plein d'incertitudes parce que c'est très compliqué de faire partir aussi ce genre d'expédition. Donc surtout un projet aussi ambitieux qui implique autant de partenaires, autant de scientifiques, etc. Et là, voilà, je me suis dit mais ça tombe trop exactement à la convergence de tout ce que j'aime, c'est-à-dire encore une fois la recherche, l'exploration, l'aventure scientifique et puis le partage avec la société pour que je tente pas ma chance. Donc j'ai tenté ma chance et puis ça a marché. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu as j'ai envie moi d'appeler, alors tu as appelé ça une révélation, moi c'est le mot fulgurance qui m'est venu Oui. quand tu décrivais ça. Donc, une fois que tu as eu cette représentation mentale de cette expédition scientifique et puis de toi parmi je crois que ça s'appelle des climatonautes, hein, c'était ça le Oui, nom qui vous a c'est été donné. exactement ça. Donc c'est drôle parce que tu parlais des cosmonautes, enfin de la préparation des astronautes, et donc c'est vrai que c'est même dans le terme utilisé, il y a un parallèle. Donc, tu as cette vision pour toi-même, mais tu sais à ce moment-là que entre là où tu en es et là où tu veux aller, il va y avoir une succession d'étapes. Et j'aimerais que tu nous parles qu'est-ce qui t'a permis de te mettre en action. Est-ce qu'il y a eu des obstacles ou des freins qu'il a fallu que tu surmontes pour te dire, OK, on y va, on y consacre du temps, de l'énergie, de l'argent? Oui, il y en a eu beaucoup. Comme je le disais à l'instant, c'est quand même un projet qui. Donc j'envoie mon CV, ma lettre de motivation. C'était la première étape, hein, très classiquement. On envoie pour se présenter et dire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Une petite candidature à l'été 2016. Et donc, entre l'été 2016 et je crois que c'était début 2018, il se passe quasiment 2 ans pour
finalement passer un certain nombre d'étapes, notamment d'inclusion médicale, parce qu'il fallait être droitier pour homogénéiser le, l'échantillon scientifique de sujet qui allait être analysé. Il fallait pas avoir de tatouage pour pas que ça influe sur les IRM. Donc, il fallait être en bonne santé, à la fois physique et mentale. Il fallait, enfin voilà, il y avait un certain nombre de critères qu'il fallait remplir pour passer les premiers tests en quelque sorte physiques. Puis après, il fallait expliquer notre projet en vidéo, etc. Et puis de proche en proche, faire des tests physiques et puis rencontrer finalement les organisateurs. Et puis voilà. Donc tout ça s'est fait de façon très progressive, pardon. Et effectivement, il y a eu une série d'obstacles ou d'étapes plus exactement à passer. Et moi, en fait, j'ai eu tendance à prendre les choses de façon très step by step, je sais pas trop comment on dit ça, mais de façon progressive, c'est-à-dire en me concentrant sur chacune des petites marches, sachant que j'avais bien en tête effectivement que au bout, si je franchissais toutes ces marches, ben je pourrais accomplir ce rêve de partir en expédition aux côtés d'un explorateur. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le chemin, c'est-à-dire le processus qui m'a mené à ça, a été un chemin de joie d'une certaine manière, même si c'était aussi difficile, parce qu'en fait, j'apprenais constamment des nouvelles choses et je trouve que il y a rien de plus réjouissant que d'être en mouvement, d'apprendre des nouvelles choses et puis de grandir intérieurement et de se doter de nouvelles capacités. Et donc, c'est comme ça en fait que j'ai franchi, je pense, un à un les obstacles. En termes de difficulté, il y a eu des moments, enfin, tu t'imagines bien que 6 ans, c'est compliqué de maintenir sa motivation au top du top pendant 6 ans. Il y a forcément des hauts et des bas, et il y a des moments de doute. On se dit, mais on était prêt à partir. Il y a eu la Covid, donc on part pas. Il y a eu une reconfiguration totale des milieux dans lesquels on devait partir parce que géopolitiquement, il y avait un certain nombre de conditions qui ne pouvaient plus garantir notre sécurité. On devait partir par exemple en Sibérie, voilà, au moment du conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'était un peu compliqué. On devait partir au Brésil, il y avait une instabilité liée aux élections à ce moment-là. Enfin, tout ça fait que effectivement, on s'apprête à partir, on va partir, et puis finalement on part pas. Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est là où il faut rebondir, il faut se remobiliser. Et quand ça fait plusieurs fois que ça arrive, que on a commencé à en parler autour de soi, autour de nos proches, puis un cercle plus éloigné, puis les gens commencent à se dire mais quand est-ce que tu pars au fait? Et au fait, ça va te faire ce truc? Tu crois vraiment que ça va partir? Et donc là, c'est aussi tenir bon sur son rêve, son désir, parce que ça a profondément du sens au fond pour soi. Et je crois qu'en fait, ce qui Oui. m'a fait tenir le coup, c'est ça. C'est le fait que j'avais une quête de sens et un alignement qui me poussait à aller vers là. Ouais. Concrètement, quand tu ressentais des doutes ou du découragement, comment est-ce que tu faisais face à ça? Euh, j'essayais de l'exprimer justement, de le partager avec mes proches, d'analyser un petit peu le côté quand même assez atypique et hors norme en fait de ce projet. Et donc le fait qu'il se heurte à un certain nombre d'obstacles, j'essayais aussi de le normaliser d'une certaine manière. Euh, et puis j'essayais aussi d'être au clair et de me reconnecter à ma vision pour savoir est-ce que c'est encore ça que je veux faire? Est-ce que c'est toujours aussi important pour moi? Est-ce que ça a toujours autant de sens? Et en fait, quasiment à chaque fois, c'était oui, ça a du sens, oui, c'est important pour toi, et oui, si tu ne fais pas ça alors que tu as été sélectionné, que tu as fait tout ça, tu t'en voudras toute ta vie après. Et j'aime bien tu sais, ce test où tu futurises en quelque sorte euh, les choses qui auront vraiment compté dans ta vie. Tu te projettes au dernier jour de ta vie, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, et puis tu te retournes en arrière et tu te dis qu'est-ce que j'aimerais pouvoir raconter de ma vie qui aurait été important. Et clairement, à chaque fois, ça en faisait partie. Donc c'est un outil que j'utilise beaucoup pour finalement orienter ma vie. Ouais. Alors, tu nous as bien illustré à travers ce parcours le, les trois piliers en fait qui permettent de s'engager vers la vie extraordinaire qui te ressemble. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est sûr que ça te ressemble. Donc il y a la partie où tu as eu tu as développé la vision de à quoi ça ressemblerait de partir dans une aventure climatique, scientifique et physique de cette envergure.
Il y a eu le deuxième pilier qui est la clarté, c'est-à-dire, ok, bah en fait, j'ai pas forcément tout l'escalier devant moi, je sais pas encore exactement toutes les étapes, il n'y a pas de certitude, mais je vois la première étape, c'est le CV, la lettre de motivation. Et puis en fait, je fais confiance, j'ai confiance dans le fait que les marches de l'escalier se révéleront au fur et à mesure que je grimpe. Et tu as parlé également du pilier très important de l'élan, qui est que la plupart des choses qui en valent la peine nécessitent de rester engagé dans la durée, et que on pourrait imaginer que tu te sois engagé dans cette démarche de sélection, et que au fur et à mesure, voilà, ta motivation ait pu chuter, ou que justement la difficulté qu'il y a à garder un rêve entier alors même qu'en fait peut-être ça ne se produira pas, et il y a beaucoup de gens qui se protègent de ça en fait en se disant je vais arrêter de rêver à ça parce que l'espace qui me sépare de ce rêve est finalement trop douloureux. Donc vision, clarté, élan, tu l'as bien illustré à travers ces différents éléments. Ce que j'aimerais bien que tu nous dises, c'est à travers ces étapes que tu as franchies et ces expériences que tu as vécues, de quelle façon est-ce que ton regard sur toi-même a changé? Alors, juste peut-être avant d'essayer de répondre à cette question, je voudrais dire que effectivement, ces trois piliers que toute l'équipe et toi-même vous enseignez en fait à la fois dans le podcast puis dans le programme, vision, clarté, élan, d'une certaine manière, je l'avais pas au moment où j'ai été sélectionné. C'est en fait après coup, quand je me suis inscrit au programme, je me suis dit ah mais en fait c'est génial ce truc, c'est exactement effectivement ce que j'ai fait peut-être de façon un peu intuitivement, mais tout d'un coup ça formalisait quelque chose qui me semblait nécessaire de faire et que je faisais un peu intuitivement mais en tâtonnant et aussi en le faisant de façon très à ma sauce entre guillemets et sans pas de façon aussi précise que ce qui est donné à la fois à travers le podcast et le programme. Euh, Quel regard ça a changé sur moi-même? Alors j'aime bien cette citation de Jean-Louis Etienne, qui est ce grand explorateur polaire français, qui dit on ne dépasse pas ses limites, on les découvre. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, je crois, quand on part en expédition, tout d'un coup on se dit ouais, je vais me prouver à moi-même que je vais pouvoir me dépasser, que je vais aller au-delà de mes limites, etc. Mais ces limites, en fait, elles existent, on les dépasse pas complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on sait jamais vraiment de quoi on est capable. Et c'est jamais qu'en faisant, en s'engageant, que on découvre finalement qu'on est capable parfois de choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Je pense qu'il y a quelques années, tu m'aurais dit, tu vas dormir sur des lacs gelés à moins 35 degrés, tu vas être dans un désert au milieu de serpents et de scorpions à plus 45 degrés, enfin, dans une petite tente là sur les sables brûlants. Enfin, c'est pas que j'aurais rigolé, mais je me suis dit, bah, n'importe quoi, quoi. Et en fait, en le faisant, on se rend compte qu'on peut le faire et que c'est à notre portée. Donc, moi, le message aussi que j'ai envie de porter, voilà, auprès d'étudiants, auprès du grand public, d'entrepreneurs, etc., c'est que à travers un certain nombre de prises de parole, c'est le fait que tant qu'on n'a pas osé et tant qu'on n'a pas tenté de faire les choses, on ne sait pas vraiment si ça va marcher, on ne sait pas vraiment si on en est capable. Et en fait, rien n'exclut le fait que c'est possible. Et souvent, on explore le scénario spontanément du pire. Et je trouve que ça vaut le coup, et c'est de toi que je tiens cette idée d'explorer aussi les scénarios du succès ultime, comme tu l'avais appelé une fois, je crois. Et je crois que quelque part, entre ces deux extrêmes, c'est à nous qu'il appartient en fait de savoir positionner le curseur au fur et à mesure pour tenir bon sur le cap, quitte à ajuster la route en cours de chemin. Donc je crois que ça a changé ce regard sur moi-même, c'est que finalement j'ai appris à me faire confiance d'une certaine manière. Et je crois que c'est plus que avoir confiance en soi, c'est savoir que on pourra se faire confiance le moment venu dans des situations compliquées. Et ça n'exclut pas que on va être en difficulté, on va avoir peur, on va avoir mal, on va souffrir dans la vie ou sur le terrain. Enfin, il y a des choses qui sont dures. Et et c'est pas l'idée de se transformer en Superman ou super fan, mais c'est l'idée de se dire que en fait j'aurai sans doute les ressources pour pouvoir surmonter ce passage difficile. Je crois que c'est une compétence très importante qu'on acquiert en expédition, mais je crois qu'en fait on peut aussi en faire preuve et l'utiliser dans la vraie vie.
Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler des peurs qui ont pu justement survenir, alors soit dans la partie préparatoire, soit pendant les expéditions? Quel était ton rapport à la peur dans ces moments-là? Voilà, il y aurait tout un podcast à faire sur ça parce que la peur, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement ancré en nous. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière aussi, nous maintient en vie, hein. Quand on est sur le terrain, il faut savoir écouter ces peurs. C'est important de les chérir et de les choyer pour pouvoir ne pas poser à l'endroit où il y a le serpent, quoi, par exemple, hein. En Amazonie, c'est quelque chose qui, qui appelle notre vigilance et qui nous permet de rester dans une grande présence à l'instant présent. Donc en fait, cette dimension de peur qui est la dimension primitive, j'ai envie de dire, celle qui nous permet en tant qu'être humain de rester en vie, elle est fondamentale quand on s'engage sur des choses un petit peu risquées de ce type-là. Après, il y a une autre dimension de la peur qui est celle qui est plutôt de l'ordre de la peur du fantasme en quelque sorte, qui est on est dans une vie où on risque pas grand-chose. On est dans notre zone de confort, mais on projette tout un tas de peurs qui, par exemple, la peur du regard des autres ou ce genre de choses. Et en fait, les peurs qu'on projette sur les autres, c'est qu'on imagine qu'ils vont réagir d'une certaine manière, alors qu'en réalité, souvent, ce que ça témoigne, c'est d'une peur de notre propre regard sur nous-mêmes. Et on est tout d'un coup très surpris de voir que les autres réagissent d'une toute autre manière que celle à laquelle on s'était préparé ou attendu. Pour illustrer ce point de vue-là, tu vois, je me souviens très bien du moment où je suis allé annoncer à ma hiérarchie, à mon équipe, que j'allais partir en fait, que j'allais partir en expédition. C'était un projet dont j'avais pas encore parlé dans mon cercle professionnel. Et j'avais tout un tas de peurs, hein, pour dire les choses clairement sur le fait comment ça allait être reçu, mais enfin c'est pas du tout ton travail, c'est pas toi Nicolas. Enfin c'était une facette qui connaissait pas de moi et j'avais peur qu'ils me disent mais t'es en train de te tirer une balle dans le pied dans ta progression de ton parcours professionnel, etc. Et donc c'est vrai que c'était quelque chose d'un peu flippant, voilà, pour dire les choses clairement. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais dans le programme de coaching et ce qui est intéressant, c'est que j'ai d'une certaine manière appliquer les outils pour faire preuve de douceur avec moi-même et de lucidité et de rester dans mon équipe et de tenir compte aussi de mon rêve et de tenir bon là-dessus en fait. Et donc l'idée c'est pas tant de quand on est explorateur, c'est pas qu'on n'a plus peur, c'est qu'en fait on apprend à gérer et à faire avec ses peurs en fait et, et à s'accompagner dans les difficultés en tenant compte. Et de composer avec ça, en fait, ça donne une puissance d'action qui est assez géniale. Mais la peur, encore une fois, elle reste là. Et heureusement, d'une certaine manière, parce que c'est ça aussi qui nous fait nous sentir vivants et vibrants. Complètement. Alors, quelle est la prochaine étape pour toi? Maintenant que ces trois expéditions sont terminées, ce que j'ai compris, c'est que cette partie du projet, c'était basé sur 3 expéditions. Et donc, Oui. qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire maintenant? Alors c'est une bonne question parce que on rentre pas tout à fait de la même manière d'un projet comme ça aussi engageant que la façon dont on est parti. Donc aujourd'hui, je suis en pleine recomposition en quelque sorte de ma vie. Alors j'ai déjà plusieurs activités liées au partage de cette expérience. Par exemple, cette conversation avec toi et puis quelques conférences que j'ai pu donner. J'ai aussi un projet éditorial parce que j'ai été contacté par une éditrice pour raconter alors pas uniquement ce projet, mais quelque chose d'un peu plus personnel autour de mon parcours. Parce que avant de partir en expédition, j'ai eu l'occasion de me réinventer plusieurs fois professionnellement. Donc, enfin voilà, cette éditrice m'a dit, mais il y a quelque chose à peut-être à raconter sur la façon dont justement tu as réussi à te réinventer à chacune des étapes de ton parcours. Et donc, voilà, c'est un gros challenge pour moi sur lequel je travaille en ce moment. Et puis il y a une autre dimension qui va peut-être te faire sourire, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des parallèles entre la dimension managériale que j'ai faite dans mon activité professionnelle avant de partir en expé et le coaching.
parce qu'en fait, j'ai été formé à un certain nombre d'outils euh, par le biais de ma formation professionnelle, etc. Et en fait, je me suis rendu compte aussi sur le terrain que j'avais fait appel à des ressources intérieures assez profondes pour accompagner aussi parfois certains de mes coéquipiers, coéquipières qui pouvaient traverser des moments de difficulté ou de souffrance. Et cette posture-là, en fait, après avoir aussi bénéficié du programme de coaching Change ma vie, je me suis dit, mais je pense que c'est quelque chose qui m'appelle et dans lequel je pourrais être bon. Voilà. Et donc, je suis en train de me former à ça dans une très bonne école de coaching. Et voilà. Donc, ça, c'est aussi un très beau projet que je mène. Puis par ailleurs, je vais tricoter la suite de mon parcours professionnel, sans doute autour de l'exploration, de la communication scientifique et puis de l'accompagnement des personnes, d'autrui vers le déploiement de leur plein potentiel. Extraordinaire. Alors, tu sais que la promesse de Change ma vie, c'est de t'aider à créer la vie extraordinaire qui te ressemble. Et c'est une vie, alors ça peut être extraordinaire selon des critères, voilà, les critères moyens de la société. Alors effectivement, une expédition scientifique, c'est extraordinaire, mais c'est l'extraordinaire qui nous ressemble à chacun d'entre nous, qu'on définit par le fait de se réveiller le matin en se disant « j'adore ma vie et je sais que le meilleur reste à venir ». Et j'aimerais que tu me dises ces deux côtés-là. En quoi est-ce que tu adores ta vie aujourd'hui et en quoi est-ce que tu penses que le meilleur reste à venir pour toi? Alors aujourd'hui, j'adore ma vie d'abord parce que j'ai réalisé un rêve, donc c'est aussi quelque chose dont je suis riche de. Voilà, je suis fier d'avoir fait ça, quoi, tout simplement. Et puis je suis aussi dans ce moment où en fait, je pense qu'on peut devenir les explorateurs de nos propres vies, de nos propres vies intérieures et de nos propres vies professionnelles. Et donc moi, je suis exactement dans cette posture-là, où le fait d'avoir été explorateur sur le terrain géographiquement, en fait, je me dis que cette même attitude, cette même posture de curiosité, d'ouverture, de prise de risque, d'audace, c'est quelque chose dont je peux faire preuve dans ma vie aujourd'hui professionnelle. Et je crois que tout le monde peut y accéder. Il n'y a pas forcément besoin de partir au bout du monde, aller au bout de soi-même. Moi, j'ai eu besoin de ça, mais bon, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça ou besoin de ça pour mener une vie géniale, rayonnante, magnétique, inspirante et tout ce qu'on veut. Donc, en fait, aujourd'hui, j'adore ma vie pour cette raison-là, aussi parce que j'ai mis les ingrédients qui me conviennent précisément dans ma vie et que j'apprends aussi à exactement mettre ce qui me convient dans ma vie. C'est un travail constant. Et je sais que le meilleur reste à venir. C'est sans doute aussi une posture d'optimisme qui, je pense, est nécessaire pour aller de l'avant, mais aussi parce qu'en fait, je crois que en fait, le meilleur reste à venir, c'est si on est capable de se faire suffisamment confiance pour se dire, je vais pouvoir justement réajuster ma trajectoire en cours de route. Et donc, il y a l'idée d'être sur de bons rails et de se faire confiance pour pouvoir actionner les aiguillages le moment venu et pouvoir atteindre la direction. Alors, je ne sais pas si ce sera à grande vitesse, mais en tout cas, tout en savourant le parcours à travers le hublot. Et peut-être sans assistance motorisée Et aussi. peut-être, exactement, peut-être sans assistance motorisée. Alors, ce que j'aimerais pour conclure notre échange qui m'a beaucoup intéressée, je voudrais qu'on se connecte maintenant parmi les personnes qui nous écoutent. Il y en a sans doute beaucoup qui sont, comme tu l'étais il y a quelques années, dans un chapitre de leur vie, par exemple professionnelle, qui leur donne toute satisfaction. C'est-à-dire que sur le papier, c'est déjà super. Mais ces personnes-là ont une envie, un rêve, quelque chose de peut-être un peu fou qui les appelle, ou en tout cas une envie de changement. Et je me demande si tu peux imaginer une de ces personnes qui serait dans ce studio virtuel avec nous. Quel message est-ce que tu voudrais lui transmettre à ce moment où justement c'est l'aiguillage, c'est une forme de doute, d'incertitude? Quel est le message que tu veux lui adresser? Alors, j'ai envie de lui adresser à cette personne virtuelle ou réelle, parce que effectivement, je pense qu'on a tous cette personne au fond de nous, au fond, à chaque instant. C'est qu'il y a un moment où je crois que c'est important de se connecter à ce qui compte vraiment pour nous, à l'essentiel.
et d'oser en fait faire le premier pas vers cet essentiel. Prendre le temps de définir cette vision ou ce qui compte vraiment, ses valeurs, ce vers quoi on souhaite aller, et puis oser faire le premier pas. Et souvent, en fait, c'est le premier pas qui est le plus difficile, parce que c'est le fait de passer du moment où on est au carrefour, un peu immobile, dans le doute, à on se met en mouvement et puis on réajuste la trajectoire au fil de l'eau, j'ai envie de dire, et au fil des courants ou des vents qui vont se présenter à nous. Et le fait d'être en action, d'être en mouvement et d'oser le faire, c'est quelque chose de très réjouissant parce qu'en fait, c'est pas seulement la réussite ou l'atteinte d'un objectif qui est réjouissante, c'est le chemin en lui-même. Et, et voilà, enfin, ça me rappelle quand j'étais petit, je faisais beaucoup de musique. Enfin, et il y a eu un moment, voilà, j'ai fait le conservatoire de musique de Lyon, j'ai eu le premier prix du conservatoire de Lyon, et en fait, les gens me disaient, ah mais c'est super, maintenant tu joues très très bien, mais qu'est-ce que ça a dû être long et difficile pour en arriver là? Et en fait, moi, ce que je leur racontais, mais c'est que le chemin, c'est-à-dire quand on apprend, et en particulier quand on est enfant, je pense, c'est qu'on apprécie autant le fait de progresser, d'apprendre, que le fait de donner un concert, par exemple. Et ça, je crois que c'est une mentalité, un état d'esprit qu'il faut garder avec soi, y compris à l'état adulte, enfin quand on est adulte, parce que, en fait, quand on a réalisé ce projet, ce rêve, on ne sera pas forcément plus heureux, on sera la même personne. Mais ce qui nous aura transformé, c'est le processus, c'est le chemin. Et donc, c'est important de kiffer le chemin, quoi. Génial. Et de ta participation au programme de coaching que Change ma vie propose, est-ce que tu saurais nous dire quel est l'enseignement ou la pensée ou l'outil que tu as emporté avec toi de la façon la plus marquante? Ouais, franchement, il y en a plein parce que je sais pas si je l'ai exprimé précédemment, mais ce que j'ai trouvé génial dans cette période où j'ai quand même intensément fréquenté le programme, les concepts déployés, etc., c'est qu'en fait, c'est pas un programme qui vise à nous rendre dépendants, en quelque sorte. Au contraire, c'est des outils qui nous rendent autonomes et qui nous permettent de nous déployer. Donc moi, en fait, je suis resté dans le programme pendant 6 mois. Mais ce que j'ai appris pendant ces 6 mois de ma vie, en fait, je continue à m'en servir parce que je les ai intégrés profondément. Et donc, enfin, la méthodologie que tu évoquais, à savoir vision, clarté et élan, c'est quelque chose effectivement qui continue de m'accompagner. La dimension de gestion émotionnelle, d'accueil de ces émotions, de comprendre ce que les émotions ont à nous dire, ça c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, hein, enfin, et qui est vraiment, voilà, vraiment très importante. J'ai une formation scientifique et une formation musicale, que je t'ai dit, et je crois qu'en fait, le fait d'avoir cette double approche du monde, ça permet non seulement d'avoir une approche rationnelle rigoureuse, mais aussi une approche sensible qui permet d'exprimer ses émotions. Et en fait, c'est deux jambes sur lesquelles je trouve extraordinaire de danser, d'avancer. Voilà, vision, clarté, élan. Sans doute cet aspect de gestion des émotions. Et puis ce moment de connexion à soi que je pense on néglige très très massivement. J'ai envie de dire que on est dans une société qui éparpille notre attention d'une façon incroyable. On est bombardé de notifications, on croule sous les divertissements. Et donc en fait, sans une certaine une certaine discipline, j'ai envie de dire, c'est compliqué de rester un petit peu focus sur ses objectifs. Et donc, ça prend un petit peu de temps de fréquentation de soi-même et de connexion à soi-même, et notamment à travers l'écrit et le pouvoir de l'écrit. Et cette dimension très incrémentale, très progressive, où chaque jour on se concentre parfois peut-être 5 minutes, il n'y a pas besoin de prendre 3 heures, à ce qui a compté, ce qui a été important, comment on se sent, ce qu'on souhaite réellement, etc. Enfin, cette technique du flot de pensée, c'est aussi quelque chose qui permet petit à petit, en fait, de créer des habitudes et petit à petit d'avancer vers cette vie extraordinaire qui nous ressemble. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu faisais des flots de pensée en Laponie et dans le désert et en plein milieu de la forêt équatoriale? Tu avais emporté ton carnet pour faire des flots de pensée?
Oui, alors en fait, on avait droit à 1,5 kg de matériel personnel, notamment par exemple en Amazonie, parce que on a des sacs de 30 kilos mouillés, c'est encore plus. Hein, bref. On tirait des chariots dans le désert, etc. Donc il y avait tout le matériel de sécurité pour manger, pour boire, pour dormir, pour faire de la science. Et donc on avait très peu de kilos pour nous-mêmes en fait. Et donc, parmi les choses très importantes que j'ai emmenées, c'est un petit carnet étanche et qui permet d'écrire sous toutes les températures, même sous l'humidité. Et en fait, non seulement j'écrivais tous les jours, par exemple avant de me coucher, ou bien dans le désert, c'était entre 10h et 17h, parce qu'en fait, il fait beaucoup trop chaud pour avancer. On avançait au petit matin et le soir. Et donc, enfin, c'était non seulement une dimension presque de sécurité, parce que c'est important de faire son journal de bord en expédition, mais aussi parce que ça permet aussi de se reconnecter à soi. Il y a aussi une dimension de promiscuité, hein. Enfin, quand on est 40 jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, même si on les apprécie beaucoup, parfois on a besoin aussi de se recentrer avec soi-même, au fond. Et l'écriture, ça permet ça. La lecture, ça permet ça. Et bien sûr que j'ai emporté un carnet, et bien sûr que j'ai fait des flots de pensée, ou en tout cas j'ai beaucoup écrit, ouais. Alors, ma curiosité insatiable fait que je ne peux pas ne pas te demander qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ton kilo 5 de matériel. Qu'est-ce que tu as emporté d'autre? Alors, alors déjà, il y avait une liseuse. J'ai tenté le coup. Je me suis dit, est-ce que ça va tenir le coup dans ces conditions extrêmes? Et la réponse est oui. En fait, ça a tenu le coup dans les trois milieux. Donc, je suis ravi. Euh, et il y avait quelque chose aussi de tout à fait fondamental, qui sont quelques sous-vêtements qui n'étaient pas compris dans le reste du pactage. Et il y avait quelques produits d'hygiène minimales, même si on va être tout à fait honnête, c'est pas l'hygiène qui caractérise les expéditions scientifiques, hein, parce que voilà, on n'a pas accès à une douche tous les jours, loin s'en faut. Donc c'est voilà, il y a quelques produits pour me rafraîchir et enfin voilà, et prendre soin de moi. Euh, En fait, ça va très vite, 1,5 kg. Donc, ça a un peu varié en fonction ça a un peu varié en fonction des endroits. Ah oui, il y avait aussi un oreiller, un oreiller gonflable de trek. Donc c'est quelque chose de tout petit, mais c'est important pour la récupération parce que quand on le gonfle, ben ça fait un vrai oreiller et on dort mieux. Et quand on voilà, quand on dort dans un hamac ou sur un lac gelé ou dans le désert, c'est important de bien récupérer aussi. Génial. C'est la question de qu'est-ce que tu emporterais avec toi sur une île déserte à l'épreuve de la réalité. Donc, je propose à toutes les personnes qui nous écoutent de se poser la question si vous aviez 1,5 kg de matériel personnel à emporter. Alors moi, clairement, il y aurait un carnet, ça c'est sûr et certain, une liseuse aussi. Ouais, ta sélection me paraît tout à fait sage et utile. Nicolas, je veux vraiment te remercier chaleureusement pour toute la sagesse et toute l'expérience que tu as partagée avec nous aujourd'hui. Pour les auditeurs et les auditrices qui voudront, j'en suis sûre, te remercier pour tout ça et continuer à suivre ton actualité et ce que tu vas la suite de ton parcours, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors très simplement, en tapant mon nom, Nicolas Ngo, sur les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn en particulier, sur Instagram, de moins en moins sur ex-Twitter, pour plein de raisons. Voilà, enfin, mais sur LinkedIn et Instagram, ça marche bien. Et donc, ce sera avec grand plaisir de partager, d'échanger autour de ces différents sujets. Et puis, merci beaucoup, beaucoup, Clotilde, pour cette occasion de converser avec toi. Je suis très heureux et puis très fier aussi d'inaugurer ces conversations d'une certaine manière. Merci beaucoup, Nicolas. C'était une excellente première en ta compagnie et je te remercie beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet échange vous a autant enthousiasmé que moi et vous a donné l'inspiration pour ouvrir grand ce qui est possible pour vous et imaginer cette vie extraordinaire qui vous ressemble. Si vous avez aimé ce nouveau format et si vous voulez le retrouver à l'avenir sur le podcast, dites-le nous en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute. Avant de clore cet épisode, je vous confie la question suivante. À quoi ressemblerait votre vie extraordinaire à vous? J'insiste sur ce « à vous » puisque, comme le soulignait à juste titre Nicolas, chacun et chacune
a sa définition de ce qui est hors du commun. Et il n'est pas nécessaire de devenir explorateur scientifique pour inviter l'extraordinaire dans votre vie, sauf bien sûr si c'est ce dont vous rêvez, et alors je ne peux que vous encourager à foncer. Mais cette vie extraordinaire, c'est à vous de l'imaginer en fonction de vos aspirations, de vos talents, de vos envies, de votre vision. Et si vous ne savez pas par où commencer pour répondre à ces questions, on est là pour vous aider à conduire votre réflexion et surtout vos actions à travers le programme de coaching Change ma vie. On va vous proposer le parcours clair et structuré pour développer pas à pas votre vision, votre clarté et votre élan et créer cette vie extraordinaire qui ne ressemble qu'à vous. Pour rejoindre la liste d'attente du programme de coaching, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.